Ok, bonjour tout le monde. Cette semaine, on aura deux cours pour essayer de comprendre les stratégies d'expression et de réplication des génomes viraux. Donc on va être en train de se focaliser sur ces deux étapes-là du cycle de réplication virale. Donc on a fait ça, on va s'attaquer à ces deux aspects-là. Et ce que l'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur les virus à ADN et on fera les virus à ARN plus tard dans la semaine. Alors, sur cette diapo, j'ai essayé de représenter le monde viral sur une diapo où on a en chiffres romain, les différentes classes de Baltimore et la taille de la police représente le nombre de familles virales distinctes qu'il y a au sein de chaque classe. Et un peu à côté de chaque classe de Baltimore, on a une sorte de représentation de la morphologie des virions des différents virus à l'intérieur de ces classes-là. Donc ce que on est censé voir dans cette diapo, c'est que les deux types, les deux classes de Baltimore qui sont les plus diverses en termes de structure de leurs particules virales et en termes du nombre de familles de virus au sein de cette classe, ce sont les virus de classe 1, les virus à ADN double brin, et les virus de classe 4, les virus à ARN brin plus. Et ça, c'est pas un accident, ça. Pour les stratégies de réplication des virus, ce que chaque virus doit accomplir, c'est répliquer son génome et faire exprimer son génome. Et à la base de ces stratégies, pour les virus à ADN double brin, toute la stratégie virale est basée sur l'idée que le génome viral va se faire passer pour l'ADN cellulaire. Et il va, en tout cas pour la majorité des virus ADN double brin. Donc il va employer les mêmes mécanismes que la cellule hôte pour répliquer son génome et exprimer son génome. Pour les virus de la classe 4 ARN brin plus, toute la stratégie d'expression de ces virus, c'est de faire rentrer l'ARN viral dans le cytoplasme et de faire passer le génome viral pour un ARN messager. Donc globalement, pour les virus à ADN ou les virus qui ont de l'ADN double brin dans leur cycle de réplication, la majorité, ils vont avoir la réplication et l'expression des génomes aura lieu dans le noyau. Tandis que pour les virus à ARN, brin plus certainement le cas, double brin c'est aussi le cas, brin moins, c'est la plupart du temps c'est le cas. Réplication du génome et expression des gènes a lieu dans le cytosol, dans le cytoplasme. Alors, donc ça c'est la grande distinction en termes de stratégie de réplication et d'expression des génomes viraux. Par contre, il existe des exceptions. Okay. Chez les grands virus à ADN, il y en a qui se répliquent dans le cytosol. Et ces virus-là font tout eux-mêmes. Ils dépendent absolument pas des systèmes cellulaires, des systèmes de l'hôte. Et l'inverse existe également. Il existe des virus ARN brin moins, virus de la grippe, c'est une exception importante, qui se répliquent dans le noyau. Mais dans la majorité des cas, il y a cette distinction qui est néanmoins vraie. Virus à ADN se réplique dans le noyau, virus à ARN se réplique dans le cytosol. Et c'est pour cette raison-là que les cours sur
les stratégies de réplication et d'expression des génomes sont divisées en deux. Donc aujourd'hui, on va regarder la réplication du virus à ADN double brin et simple brin. Et par la suite, on va essayer de faire virus ARN brin plus, brin moins et les rétrovirus. Parce qu'en fait, ce qu'on verra, c'est que c'est bien de faire les rétrovirus en dernier parce que leur stratégie de réplication et d'expression combine des choses que l'on aura déjà vues chez les virus ARN brin plus et chez les virus ADN double brin. Donc c'est bien de les faire en dernier plutôt que de les faire avec les virus ADN. Donc ça, c'est un petit peu le plan de ce qu'on va faire dans les 2 cours de cette semaine. Aujourd'hui, il y aura à peu près 3 parties. D'abord, une introduction aux virus ADN, les virus que l'on rencontre le plus fréquemment, au moins dans les cours de microbiologie. Et ensuite, une fois qu'on a compris un petit peu de quoi il s'agit, ces différents virus, on va regarder leur stratégie de réplication et ensuite les stratégies d'expression génique et le contrôle, c'est-à-dire quels sont les gènes qu'on va exprimer en premier, quels sont les gènes viraux qu'on va exprimer plus tardivement. Donc, pour la première partie, on va passer en revue quelques virus à ADN. Alors, donc on va commencer avec les plus simples. Les Polyomaviridae, qui sont des petits virus avec une capside icosédrique nue, T égale 7. Le diamètre ici, ça va être 40 ou 50 nanomètres de diamètre. Petite particule virale, petit génome, ADN circulaire, 5 kilobases de longueur. Alors, ces virus ont été découverts dans les années 1960 comme un contaminant dans les cellules de rein de singe qui étaient utilisées pour préparer des vaccins, notamment le vaccin contre la poliomyélite. Donc, le premier virus identifié, c'était le virus vacuolant, SV40. Donc, S, c'est pour simian, V, vacuolating. Donc ça, c'est un contaminant dans les cultures cellulaires. C'était très inquiétant parce que avant la découverte de ce virus, on avait préparé du vaccin contre la poliomyélite qui était contaminé par ce virus et injecté à des millions d'enfants. Aux États-Unis, principalement, et aussi en Europe. C'était encore plus inquiétant quand on a découvert que, d'une part, les conditions d'inactivation chimique qui rendaient le virus de la poliomyélite inoffensif n'étaient pas suffisants pour inactiver ces virus-là. Et que quand on a injecté le virus SV40 chez les rongeurs, ça induisait des cancers. Donc on avait un risque d'une immense catastrophe sanitaire. Et donc les cohortes d'enfants injectés par des lots contaminés par le SV40 ont été suivis pendant le reste de leur vie. Et fort heureusement, on n'a pas eu d'incidence de cancer plus élevée chez ces enfants, pas en comparé aux enfants qui ont reçu le vaccin non contaminé. Donc ça, c'était un petit peu la découverte de cette famille de virus. Par la suite, au début des années 1970, on a découvert les équivalents humains, le polyomavirus BK et le polyomavirus JC. Alors, ces virus-là, la plupart du temps, on ne les remarque pas. Dans les deux cas, la majorité de la population les attrape dès la jeune enfance. Donc, pour le polyomavirus BK, bon, vous êtes 90% des personnes qui sont séropositives pour ce virus dans la salle, et vous avez tous attrapé à l'âge de 2, 3, 4 ans, avant l'âge d'aller à l'école. Donc ça donne un syndrome respiratoire lors de la première infection. Ensuite, le virus persiste dans le corps pendant le reste de notre vie, mais il est tenu en échec par le système immunitaire. Donc, pas de symptômes, pas de problème, pas de pathologie. Chez les personnes bien portantes
immunocompétentes. Or, si vous devenez ou si vous êtes immunodéprimé, soit des personnes avec un sida au stade symptomatique, ou alors des personnes qui reçoivent une greffe d'organes, qui sont traitées par des immunosuppresseurs, donc leur système immunitaire est mis KO, alors ces virus-là peuvent se réactiver et provoquer des problèmes. Alors, notre famille de virus, les adénovirus. Alors, encore virus à ADN, double brin, capside icosaédrique nue, cette fois-ci avec cette structure très particulière, avec une structure icosaédrique et puis des spicules à chaque sommet de la structure, T égale 25. Cette fois-ci, l'ADN est linéaire, un peu plus longue, donc le génome un peu plus complexe. Alors, les adénovirus, bon, les deux sous-familles, c'est les mastadénovirinés, qui infectent les mammifères, aviadénovirinés, infectent des oiseaux. Ils vont provoquer des rhumes, des infections respiratoires, des fois des gastroentérites. Et on a une 50aine de sérotypes distincts d'adénovirus humains. Donc on peut se faire infecter à répétition et c'est une nouvelle souche qui nous infecte à chaque fois. Donc ces infections sont aiguës et il n'y a pas de persistance. Donc une fois qu'on attrape une adénovirus, on va avoir des symptômes aigus, on va éliminer le virus et il ne persiste pas dans le corps, mais on peut attraper une autre souche par la suite. Donc pas de symptômes à long terme provoqués par ces virus. Alors, ces types de virus peuvent infecter des cellules quiescentes qui ne sont pas en train de se diviser. Les virus sont lytiques. À la fin du cycle de réplication, la cellule infectée est détruite. Et un peu pour cette raison-là, les adénovirus ne sont pas associés avec le développement de cancer. Donc c'est pas comme la SV40 qu'on a vu tout à l'heure. Et donc c'est à cause de ces deux propriétés-là que les adénovirus ont été développés en tant que vecteurs pour la thérapie génique ou pour développer des vaccins recombinants. Alors, les herpès virus, on va augmenter en complexité. Cette fois-ci, on a des capsides icosaédriques enveloppés et des génomes un peu plus grands. Okay. 120 à 235 kilobases de longueur. Donc 4 ou 5 fois plus de gènes qu'un adénovirus. Alors, les herpès viridés, on les décline en 3 sous-familles, les alpha, bêta et gamma herpès virinés, qui initialement ont été distingués par le pourcentage de GC dans l'ADN génomique du virus, puis ensuite, avec le séquençage des génomes complètes, cette division des herpès viridés en 3 sous-familles a été validée parce qu'il y a des différences dans l'organisation génomique entre les 3 sous-familles. Alors, herpès viridé, herpès, ça vient de la racine herpétique, quelque chose qui a à voir avec les serpents. Et la raison pour ce nom, c'est quelque chose c'est parce que dans les pathologies provoquées par ces virus, il y a quelque chose de sournois et insaisissable, un petit peu comme un serpent qui se cache dans les herbes longues et puis qui va sortir pour vous mordre de temps en temps. Et ça, c'est parce que le propre des herpès virus, c'est d'établir des infections latentes avec des réactivations périodiques. Donc peut-être le grand classique, c'est le HSV1,
herpès simplex 1, qui provoque les herpès oraux, HSV2, c'est les herpès génitaux. Donc, si on a un HSV1, on aura une primo-infection avec des lésions autour de la bouche, dans les cellules épithéliales. Mais le virus est également capable d'infecter des cellules neuronales qui vont innerver la région qui est touchée. Dans les neurones, le virus installe une infection latente. Donc, une fois que les symptômes de l'infection initiale ont disparu, vous avez contrôlé l'infection, vous gardez une infection latente dans les neurones. Et cette infection latente peut être réactivée périodiquement après par le froid, le stress, une autre infection virale, la fièvre. Et puis du coup, vous allez avoir une réapparition des symptômes à la même zone qui était touchée initialement. Et donc c'est ça qui est un peu la nature herpétique de cette infection. Et il va disparaître, puis ensuite il va revenir. Donc tous les virus herpès ont cette capacité-là d'instaurer une infection latente et puis de réapparaître des années, voire les décennies après. Donc le varicelle, c'est un autre exemple, le HHV3. Pratiquement tout le monde a eu la varicelle à l'enfance et puis peut-être quand vous aurez 60, 70 ans, vous allez avoir un zona à varicelle, c'est le même virus que vous avez chopé quand vous aviez 4 ou 5 ans. Il est resté latent pendant tout ce temps-là. Donc ça, c'est les herpès viridés. Un autre truc qu'on va faire, les baculovirus, parce qu'on va les techniquer en TP, donc c'est bien de savoir de quoi il s'agit. Encore, virus à ADN double brun enveloppé, cette fois-ci avec une nucléocapside hélicoïdale, donc une particule en forme de bâtonnet. Donc c'est une nucléocapside symétrie hélicoïdale enveloppée. Donc ces virus-là infectent les insectes, et chez les baculoviridés, on distingue deux sous-familles, les granulovirus et les on devrait dire granulovirinés et nucléopolyhédrovirinés, qui se distinguent par la forme ce qu'on appelle les corps d'occlusion qui se forment dans le noyau des cellules infectées. Donc, c'est ce qu'on voit en microscopie optique. Les cellules en culture, vous devez voir ça normalement. Et quand on regarde en microscopie électronique, ce que l'on voit, c'est que ces corps d'occlusion sont composés d'une matrice en protéines, ça c'est la polyhydrine, avec des particules virales qui sont encastrées dans cette particule-là. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces virus d'insectes? Après tout, on n'est pas des insectes, nous. Donc, quoi ça nous concerne? On a développé, ou on a essayé d'exploiter les différentes baculoviridés pour deux utilisations. Il y a plusieurs espèces de baculoviridés qui sont commercialisées et utilisées en tant qu'insecticides biologiques, parce que ces virus-là vont être très spécifiques à une espèce insecte particulier, et donc on peut les considérer comme une insecticide qui est très ciblée. Donc il va toucher l'insecte qui est ravageuse, qui détruit les cultures, mais il ne va pas toucher les insectes pollinisateurs, par exemple. Et un des baculovirus a été, en particulier, a été exploité et développé comme un vecteur d'expression de protéines recombinantes. Il s'agit de l'ACNPV, Autographa californica nucleopolyhedrovirus. Et donc, chez les virus recombinants utilisés pour l'expression de protéines, le gène codant pour la polyhydrine qui forme ces polyèdres dans le noyau des cellules infectées a été remplacé par le gène qui code pour les protéines recombinantes que l'on veut exprimer.
On a fait ça parce qu'on s'est rendu compte que cette protéine-là, la polyédrine, est exprimée à de très forts niveaux à la fin du site de réplication du baculovirus. Donc, si on remplace par la polyédrine par un autre gène, elle sera très fortement exprimée. Donc, l'idée, c'était d'avoir un niveau d'expression très très fort dans les cellules infectées. Alors, cette histoire de polyèdre, à quoi ça sert pour le virus? Ça, c'est un petit peu le cycle de vie ou d'infection de ces virus-là. Alors, ça commence par l'ingestion des polyèdres par une larve d'insecte qui va manger des feuilles. Et s'il ingère des polyèdres sur la feuille, ces polyèdres vont être dissociés dans l'intestin de la bête et libérer des particules virales libres qui vont pouvoir démarrer l'infection au niveau des entérocytes. Donc, une fois que l'on a l'infection qui démarre chez l'insecte, on aura une dissémination de l'infection partout dans le corps de l'insecte. À la fin, le virus va tuer son hôte et le corps sera totalement liquéfié. Et donc, on aura du matériel, la larve d'insecte morte sur la feuille qui contient des polyèdres. Et la fonction des polyèdres, c'est de protéger les particules virales des UV, de la dégradation chimique, parce que cette fois-ci, le virus est en dehors de la cellule infectée, en dehors de l'organisme infecté. Normalement, les virus enveloppés, c'est plus sensible, moins résistant chimiquement que des virus nus. Et le baculovirus, c'est un virus enveloppé. Donc, pour rendre les particules virales résistantes à l'extérieur de l'animal infecté, bon, elles sont encastrées dans les polyèdres, qui a un rôle de protection chimique. Et la dernière chose à dire pour ça, c'est que les particules virales libres ici peuvent être formées en l'absence de l'expression de la polyédrine, ce qui fait qu'en culture cellulaire, on peut remplacer la polyédrine par une protéine recombinante que l'on veut exprimer et le virus sera capable de se répliquer en culture cellulaire. Mais il ne sera pas capable de se répliquer chez les insectes, ou de se répandre en tout cas. Ok. Donc ça, c'est les virus à ADN, double brin. Pour un exemple de virus à ADN simple brin, on va présenter les parvoviridés. Cette fois-ci, petit virus ADN simple brin, capside icosahédrique nu, T égale 1. Donc ici, on a un pentamère et c'est directement lié à d'autres pentamères. Donc H égale 1, K égale 0, T égale 1 ici. Alors, on distingue les densovirinés qui infectent que des insectes et les parvovirinés qui infectent des mammifères. Donc chez les parvovirinés, la majorité sont dépendantes d'une co-infection par un autre virus. Donc ce sont des dépendovirus, comme le virus adéno-associé. Donc c'est ce que l'on voit ici. Donc on voit une préparation en microscopie électronique. Donc ça c'est un adénovirus. Et à côté de ça, on a ces petites particules qui sont le virus AAV. Donc chez les dépendovirus, la particule virale est capable de rentrer dans la cellule hôte, mais le virus est capable de se répliquer uniquement dans le cas d'une co-infection avec un autre virus à ADN, soit un adénovirus, soit un virus herpès, soit un herpès virus. Alors, il existe certains parvovirinés qui peuvent se répliquer de façon autonome. C'est le cas du parvovirus B19, qui donne une maladie enfantine. Ça s'appelle la 5e maladie. Et pareil, c'est une maladie enfantine généralement sans complications et sans latence, sans persistance. Alors les virus AAV,
ont également été développés en tant que vecteurs en thérapie génique. Ok. Donc, alors qu'est-ce qu'on utilise comme vecteur en thérapie génique? En biotechnologie ou dans le domaine biomédical. Polyomaviridés, qui dit oui, qui dit non? Oui, c'est non. Adénoviridés, c'est utilisé en thérapie. Oui? Ouais, vous avez raison. Herpès viridé? Oui ou non? Oui? Non. Ok. Baculoviridé, oui? Oui. Parvoviridé, oui? Oui, ok. Donc tout le monde sauf les polyomas et les herpès. Ok, là on rentre dans le vif du sujet ici. Hein. Okay, aucun virus ne possède de ribosome. Donc le grand problème pour n'importe quel virus, c'est d'exprimer des ARN messagers, afin de pouvoir produire des protéines virales. Ça, c'est le problème pour l'expression. Pour la réplication, ok, on a le génome, il doit se répliquer. Donc, pour les virus à ADN double brin, on a un génome et simple brin, on a un génome en ADN, on doit le répliquer. Donc, pour ça, on a besoin d'enzymes, ADN polymérase, mais pas que ça, les hélicases, les primases, tout ce qui est impliqué dans la réplication de l'ADN. Le virus a besoin de l'employer d'une façon ou d'une autre pour répliquer son génome. Une autre chose, c'est que une cellule quiescente qui n'est pas en train de se répliquer son ADN ne va pas avoir une très forte concentration de désoxynucléotides triphosphate. Donc d'une façon ou d'une autre, le virus a besoin de assurer que le substrat pour produire de l'ADN est disponible dans la cellule infectée. Et évidemment, le virus, une fois que toutes ces enzymes sont recrutées, il faut les cibler vers une origine de réplication virale. C'est pas la peine juste d'exprimer un tas d'ADN polymérase et que ça se met à répliquer l'ADN cellulaire. Ça va pas aider le virus à se répliquer, ça. Donc, origine de réplication virale. Et une façon de cibler les enzymes vers cette origine. Alors, pour l'expression, on doit fabriquer un ARN messager à partir d'un ADN double brin. Donc, on a besoin d'un ARN polymérase, des enzymes', pour faire la coiffe 5', etc. Donc, pour induire la transcription, on a besoin de facteurs de transcription. Donc, normalement, ces enzymes-là peuvent être cellulaires ou virales. Et ça, pareil, cellulaire ou viral. Mais néanmoins, tous les virus ADN ont besoin de activer ces deux types ou ces deux groupes d'enzymes. Alors, le mix enzyme cellulaire, enzyme virale va dépendre un petit peu du type de virus à ADN. Et de façon générale, plus le génome viral est petit, plus le virus sera dépendant des enzymes et des cofacteurs de la cellule de l'hôte. Plus le génome est grand, plus le virus sera autonome pour l'expression et la réplication de ses gènes, de son génome. Alors, première question, est-ce que mon virus va se répliquer dans le noyau? Si c'est non, on aura un virus à ADN qui se réplique dans le cytosol, donc il n'aura pas accès à tous les systèmes cellulaires pour la réplication ou la transcription de l'ADN. Donc ces virus-là doivent faire tout pour eux-mêmes, tout de façon autonome. Donc ça, c'est les poxvirus qui font ça, et aussi les virus géants comme le mimivirus, le pandoravirus.
ils se répliquent dans le cytosol et ils expriment leurs propres enzymes pour leur application à l'expression de l'ADN. Ok, donc, ça c'est les exceptions. Pour les autres, est-ce qu'on se réplique dans le noyau? Oui. Deuxième question, c'est est-ce que notre cellule hôte est en train de se diviser activement? Dans le cas où la réponse est oui, la cellule est en train de se diviser, dans ce cas-là, tous les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN sont déjà exprimés, sont disponibles et actifs dans la cellule infectée. Donc le virus lui-même a besoin de faire pas grand-chose. Hein. Donc le parvovirus B19 peut se répliquer en l'absence d'une co-infection virale parce qu'il infecte les érythroblastes qui sont en division permanente pour former des érythrocytes. Donc, puisque la cellule hôte fait tout, le virus lui-même a besoin de faire pas grand-chose, donc il a un génome très très petit et très simple. Enfin, il peut s'en sortir avec un virus très très simple. Alors, si notre cellule infectée est quiescente, elle n'est pas en train de se diviser, les enzymes de l'hôte dans le noyau sont peut-être potentiellement disponibles, mais dans la cellule telle qu'elle, elles ne sont pas actives pour leurs enzymes pour la réplication de l'ADN. Une des solutions pour les virus, c'est d'induire l'entrée dans le cycle cellulaire. Donc si on ne le fait pas, ça veut dire que le virus doit apporter ses propres enzymes pour assurer la réplication de l'ADN. Parce que la cellule n'est pas en train de répliquer son ADN. Mais néanmoins, tous les systèmes pour l'expression des gènes sont disponibles pour ces virus. Donc, les herpesvirus et les baculovirus sont des exemples de virus à ADN qui n'induisent pas le cycle cellulaire chez la cellule hôte. Et finalement, si on induit le cycle cellulaire chez la cellule hôte, les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN vont être exprimées par la cellule, donc le virus n'a pas besoin de le faire lui-même. Et donc c'est la stratégie employée pour les polyomavirus, papillomaviridés, virus de papillome humain, HPV, responsable du cancer du col de l'utérus, et les adénoviridés. Okay, donc on a en ordre de complexité des poxvirus et des mimivirus se répliquent dans le cytosol, ils font tout eux-mêmes. Ensuite, les herpesvirus baculoviridés se répliquent dans le noyau, mais induisent pas le cycle cellulaire. Donc ces virus-là sont dépendants de la cellule pour l'expression des gènes, mais sont indépendants en termes de réplication de leur ADN. Ensuite, on a les petits virus à ADN double brin qui vont induire le cycle cellulaire chez l'hôte. Et finalement, on a les parvovirus qui sont ADN simple brin qui ne se répliquent que si la cellule est en train de se diviser. Alors, on va commencer par les polyomaviridés et adénoviridés pour comprendre comment ils font pour induire le cycle cellulaire. Alors, le problème c'est ça, le virus ne code pas pour un polymérase à ADN viral. Donc, il doit induire le cycle cellulaire pour que la cellule infectée exprime l'ADN polymérase cellulaire. Donc ça, c'est la fonction de l'antigène grand T qui aura deux activités. Donc d'une part, il va se fixer sur le P105RB et induire l'entrée dans le cycle cellulaire. Et il va se fixer sur le P53, l'inactiver et empêcher l'entrée en apoptose de la cellule.
Donc le résultat, ce sera d'obliger la cellule infectée à entrer dans la phase S du cycle cellulaire. Alors, chez les cellules permissives, le cycle de réplication suit son cours et la cellule infectée sera lysée, sera tuée. Donc il n'y a pas de risque de cancérigénèse. Par contre, chez des cellules non permissives, on peut avoir une infection abortive, mais là, le cycle cellulaire sera toujours perturbé. Donc ça peut être le début d'une transformation maligne. Et c'est pour ça que les papillomavirus humains sont associés au cancer. Parce que ce qui se passe, ce sont des cellules qui n'ont pas supporté un cycle de réplication complète, qui vont maintenir l'expression des gènes précoces E7 et E6 des papillomavirus, qui vont petit à petit devenir cancéreuses. Alors, ça c'est le modèle chez le virus SV40. Et d'ailleurs, les autres polyomavirus humains, l'antigène grand T va fixer P150-105RB et P53. Chez les adénovirus et les papillomavirus, on a la même chose. Chez l'adénovirus, c'est la protéine précoce E1A qui fixe la protéine P105 et une autre protéine précoce E1B qui fixe P153. Donc deux autres protéines mais qui vont faire la même chose et induire la cellule infectée en cycle cellulaire. Donc, on a induit la cellule en cycle cellulaire, donc la cellule exprime l'ADN polymérase, se met à produire les DNTP, produit tous les cofacteurs nécessaires pour la réplication de l'ADN. L'autre problème pour les polyomaviridés, c'est de cibler l'ADN polymérase et deux autres cofacteurs à l'ADN viral. Okay? Donc ça, c'est aussi un rôle de la protéine grand T, l'antigène grand T. Donc, l'antigène grand T, c'est une protéine de fixation sur l'origine de réplication du virus. Donc, on a deux hexamères qui vont se fixer sur l'origine de réplication virale. Ensuite, ces deux hexamères vont se doter d'une activité de hélicase. Donc, elles vont commencer à défaire les deux brins de l'ADN double brin. Et c'est ce qui va permettre le recrutement du complexe de réplication de l'ADN à ce site d'origine de réplication. Donc d'abord avec le recrutement de la protéine RPA cellulaire. Une fois que la RPA commence à se fixer sur l'ADN simple brun ici, ensuite on aura l'ADN polymérase, la primase et tous les autres cofacteurs nécessaires pour la réplication de l'ADN. Donc ça c'est le début. Et puis à la fin, donc on a un ADN circulaire qui commence à se répliquer. Donc évidemment, tant que cette zone, cette bulle de réplication d'ADN s'avance, il va induire un peu de super-enroulement dans le reste du chromosome viral, dans le reste du génome viral. Et ça va empêcher la progression de cette bulle de réplication. Donc, la tension physique dans la molécule doit être relâchée par les topoisomérases. Et pareil, à la fin de la réplication, si on ne fait rien, les deux copies produites seront intercalées l'une avec l'autre. Donc, pour les séparer, il faut pareil, les topoisomérases. Ça aussi, ce sont des enzymes cellulaires nécessaires pour compléter la réplication virale. Alors, les polyomaviridés, en termes de protéines virales. Quelle est la fonction directe des protéines virales dans leur application de l'ADN? Que deux choses en fait. L'antigène grand T fonctionne comme une protéine de fixation sur l'origine de réplication virale,
et elle est dotée d'une activité hélicase. Donc c'est tout ce que font les protéines virales pour l'application d'ADN, chez les polyomaviridae et chez les parvoviridae. Virus ADN simplement très petit. C'est la protéine REP des parvoviridae qui fait ça. Tout le reste est fait par des protéines cellulaires. Alors pour les herpès viridae, virus ADN qui se réplique dans le noyau de la cellule hôte, qui n'induit pas la cellule infectée en cycle cellulaire. Donc toutes les ADN polymérase, etc., tout ça, les versions cellulaires ne sont pas exprimées. Donc le virus doit coder pour tous les autres cofacteurs nécessaires dans l'application de l'ADN dans son génome. Donc, il y a une primase virale qui va synthétiser une amorce en ARN qui va permettre par la suite, l'ADN polymérase de allonger cette amorce, cette fois-ci en ADN. Donc l'ADN polymérase est viral. Facteur de processivité. Donc c'est bien d'avoir quelque chose comme ça. Mais le facteur de processivité doit se fixer ici et défaire et déstabiliser le double hélice pour permettre l'ADN polymérase de progresser. Donc ça aussi, le virus doit le coder. SSDB, protéine de fixation de l'ADN simple brun. Donc ces zones-là, une fois qu'on a détaché les deux brins de l'hélice ADN, on a besoin de protéines pour stabiliser l'ADN simple brun. Pareil, le virus doit le coder. Et comme on a dit, les enzymes pour synthétiser de l'ADN, c'est bien, mais il faut aussi assurer qu'il y ait du substrat, les désoxynucléotides triphosphate. Donc, pour assurer qu'il y en ait assez, les herpès virus produisent une ribonucléotide réduxase. Okay, donc on a la formation de DNTP à partir de désoxynucléotide triphosphate à partir de nucléotide triphosphate et une thymidine kinase qui démarre la synthèse de nucléotides à partir de nucléosides. Donc, les herpès virus, ils peuvent faire tout ça, parce que leur génome, c'est supérieur à 100 kB de longueur. Donc, il y a la place pour coder pour toutes ces différentes protéines-là. Mais pour les polyomas et les parvovirus, absolument impossible. On ne peut pas mettre des gènes codants pour tout ça dans un génome qui tient sur 5 kB. C'est juste impossible. Okay. Alors, un autre problème pour les virus à ADN sont les génomes linéaires. Pourquoi c'est un problème? Parce que la synthèse de l'ADN démarre toujours avec une amorce en ARN. Et à la fin de l'application, cette amorce en ARN sera dégradée. Donc, si on a une molécule d'ADN linéaire, d'abord on fait une amorce en ARN, ensuite on prolonge la copie en ADN, et à la fin de l'application, cet ARN-là sera dégradé. Si on fait la même chose dans l'autre sens pour faire le brin complémentaire, on aura ça. Donc le problème potentiel pour un génome linéaire, c'est qu'à chaque cycle de réplication, l'ADN risque de se raccourcir. On perd de l'ADN à chaque extrémité. Donc, pour les virus avec un génome en ADN circulaire, ça c'est pas un problème. Parce que on a un truc comme ça. Notre amorce est en ARN.
on synthétise le brin complémentaire, et puis quand on arrive, bon, on va synthétiser jusque là-bas, c'est OK. On a recopié tout l'ADN. Donc ça, c'est pas un problème. Pour l'ADN linéaire, on vient de voir, ça craint un petit peu. Et pour nous, on a les télomères, la télomérase qui va synthétiser des séquences répétées à chaque extrémité des chromosomes, donc c'est pas un problème pour nous. Mais les génomes viraux n'ont pas de télomères à leur extrémité. Alors comment faire? Il y a différentes solutions. Pour les herpès viridae, c'est un petit peu de la triche, mais le génome dont la particule virale est linéaire, après l'entrée dans la cellule infectée, la première chose qui se fait, c'est la circularisation du génome. Okay, donc on évite le problème. Et on fait de la réplication, on fait plus de copies par un mécanisme en cercle roulant. Donc on va générer des longues copies linéaires qui vont être découpées et ensuite redispatchées dans la particule virale. Donc ça va. Pour les parvoviridés, on a des séquences répétées aux extrémités du génome. Donc pour les parvoviridés et l'adénoviridés, l'astuce sera d'éviter d'utiliser de l'ARN comme une amorce pour démarrer la réplication de l'ADN. Chez les parvoviridés, le virus AAV, donc on a une structure de l'ADN qui est comme ça, qui se replie sur elle-même. Donc on a de l'ADN ici qui peut servir d'amorce pour la synthèse d'une copie en double 1. Et c'est la protéine REP qui va se fixer sur cette structure en ADN double brin et qui démarre et qui recrute l'ADN polymérase cellulaire pour synthétiser l'ADN. Alors, pour les adénovirus, les adénoviridés, on utilise non pas de l'ARN comme une amorce, mais une protéine, qui est la protéine TP, protéine à la terminaison de l'ADN, et P c'est pour précurseur, parce que la forme de cette protéine, c'est pas la même chose dans la particule virale, ça c'est la protéine TP, dans la cellule infectée, c'est un précurseur, un PTP. Alors, pour que ça marche, il faudrait que l'ADN polymérase ne reconnaisse pas une amorce en ARN pour démarrer la réplication de l'ADN, mais plutôt cette structure, la protéine PTP comme une amorce. Donc, une ADN polymérase cellulaire ne va pas le faire, ça. Donc, les adénovirus possèdent leur propre ADN polymérase. Parce qu'ils doivent le faire parce qu'ils doivent reconnaître cette protéine à l'extrémité de l'ADN comme une amorce. Donc, comme on va voir, ça marche pour synthétiser un brin de l'ADN viral. Pour synthétiser le deuxième, il faut une astuce, il faut encore une fois qu'il y ait une séquence répétée qui permet l'ADN viral de former quelque chose, une structure comme ça. Une fois qu'on a l'ADN simple brin, il va se replier sur lui-même avec ses structures répétées à l'extrémité de l'ADN et qui permet de recréer cette structure qui va servir d'amorce ou qui sera reconnue par l'ADN polymérase virale. Donc, pour illustrer ça, en haut ici, initialement, on a l'ADN double brin du virus. Et ce qui va se passer, c'est que la polymérase ADN virale va s'associer avec la protéine PTP virale et va rajouter une cytosine
à une des sérines de la protéine PTP. Cette cytosine va s'apparier avec une guanine qui est le premier nucléotide sur le brin complémentaire de l'ADN. Et là, on est en 3'. Donc, ce complexe polymérase PTP va déplacer un des brins de l'ADN. Et ensuite, la polymérase va synthétiser le brin plus de cet ADN. 5' en 3'. Et en le faisant, il va déplacer une copie du brin plus. Qu'est-ce que ça va nous donner à la fin de l'action de cette ADN polymérase? On aura une copie d'ADN double brin qui vient d'être synthétisée. Et on aura le brin déplacé en ADN simple brin associé avec la protéine qui se fixe sur l'ADN simple brin. Alors, les deux séquences répétées vont s'apparier entre elles, et c'est ça qui forme une autre site de fixation de ce complexe ADN polymérase PTP, et qui va se fixer ici. Et cette fois-ci, il va déplacer ce brin-là et recopier tout le brin complémentaire. Donc c'est ce qui se passe ici. Donc on a ce système un peu astucieux qui permet de répliquer, de copier l'ADN jusqu'à l'extrémité. Et le tout, c'est qu'on a remplacé une amorce en ARN par une amorce en protéine. Ok, donc, petite pause pour vous là. On va essayer d'appliquer ce qu'on vient de raconter. Alors, on dispose de médicaments, antiviraux pour soigner les infections aux herpès virus, qui sont des analogues nucléosidiques, comme la cyclovir. Donc, la cyclovir, c'est représenté ici, c'est un analogue de la guanosine. Alors, quel est le mode d'action, quelle est la cible pharmacologique de ces molécules? Ok, tout le monde a réfléchi. Alors, qui dit A, le thymidine kinase virale? Une personne. Qui dit B, polymérase ADN virale? Ouais, ok. Qui dit C, ARN polymérase virale? Et qui dit D, la primase virale? Ok, vous avez raison, c'est correct. Et thymidine kinase virale? Non, la réponse est non. En fait, la cyclovir doit être prise en charge par la thymidine kinase virale. Et c'est une des mécanismes de résistance d'ailleurs, si la thymidine kinase mute, il ne va pas rajouter des phosphates ici et le permettre d'être utilisé comme analogue triphosphorylé. Non, la vraie cible pharmacologique, c'est l'ADN polymérase virale. C'est un terminateur de chaîne. Okay, donc, la version triphosphorylée sera prise en charge par l'ADN polymérase virale, mais on n'a rien en 3'. Donc, le nucléotide sera la cyclovir triphosphate sera intégrée dans l'ADN viral en train d'être synthétisé, et puis ça se termine là, parce on n'a pas de groupement hydroxyle en 3'. Exact. Polymérase ARN virale, non, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Primase virale, bon, peut-être c'était ça, mais en fait, c'est pas ça. Alors,
On n'a jamais cherché à développer des médicaments semblables contre les papillomavirus humains. Pourquoi? C'est bon? Tout le monde a choisi? Ok, qui dit A? Le nombre d'infections n'est pas suffisant pour justifier l'investissement. Qui dit B? On ne dispose pas d'un système de culture in vitro pour les HPV. Une personne. Qui dit C? Les HPV ne possèdent pas d'ADN viral. Ouais, ok, c'est bon. D, les papillomavirus sont des virus ARN, c'est faux. Ok, c'est bien, effectivement. Bonne réponse, C. Ce sont des petits virus à ADN qui induisent l'entrée en cycle cellulaire, donc ils exploitent l'ADN polymérase cellulaire. Ok, donc ça, on a fini pour la réplication. Maintenant, on va essayer de comprendre l'expression des génomes chez les virus à ADN. Et chez tous les virus à ADN, ce que l'on a, c'est une distinction très nette entre ce qu'on appelle les gènes précoces et les gènes tardifs. Donc les gènes précoces sont exprimés directement après l'entrée du virus dans la cellule hôte ou éventuellement après la décapsulation, c'est-à-dire une fois que l'ADN est libéré en quelque sorte. Parce que la décapsulation de virus à ADN sera plutôt à l'entrée du port nucléaire. Donc c'est pas directement après l'entrée, c'est directement après la décapsulation, pour être plus précis. Il faudrait corriger la diapo là. Alors, la fonction des gènes précoces est quoi? Bon, soit de modifier la biologie de la cellule hôte, manipuler la cellule pour le faire entrer dans le cycle cellulaire ou inhiber l'apoptose, des choses comme ça. D'autres fonctions des gènes précoces, c'est de démarrer la réplication de l'ADN viral ou de contrôler l'expression d'autres gènes ou de permettre l'expression de gènes tardifs. Alors les gènes tardifs, la définition technique d'un gène tardif, ce sont des gènes qui sont exprimés seulement après la réplication de l'ADN viral. Et typiquement, les gènes tardifs vont coder pour les protéines de structure de la particule virale ou des protéines qui sont impliquées dans l'assemblage et la libération de particules virales. Donc ce sont des événements tardifs dans le cycle de réplication. Et il est très important, surtout pour un virus lytique, que les gènes tardifs ne soient pas exprimés dès l'entrée du virus. Parce que si on a une protéine lytique qui va être exprimée juste après l'entrée du virus, ou juste après la décapsulation, la cellule infectée sera explosée avant qu'il y ait la formation de particules virales infectieuses. Donc le contrôle et la régulation temporale de l'expression de ces gènes est très important. Alors, comment ça marche? Donc on va regarder les différents virus que l'on a considérés jusqu'à présent et on va regarder les cas les plus simples et on va aller vers le système le plus complexe. Alors, pour le SV40 ou tous les polyomaviridés, on a une organisation génomique qui est très très simple.
on a un seul site d'initiation de réplication et qui est aussi le seul promoteur de transcription virale. C'est ici. C'est la région origine pour la réplication. Et ce promoteur peut fonctionner dans les deux sens. Si ça part par là, on aura l'expression de l'antigène grand T et l'antigène petit t, qui sont des gènes précoces. Donc précoces ici. Si le promoteur fonctionne dans l'autre sens, donc ça sera l'autre brin de l'ADN qui sera transcrit, on aura la transcription de gènes tardifs, qui sont les protéines de la capside VP1, VP2, VP3. Protéines de capside. Donc, gènes précoces ici, antigène grand T, antigène petit t, qui vont induire l'entrée en cycle cellulaire, inhiber l'apoptose de la cellule, gènes tardifs, protéines de structure, et qui vont aussi permettre la réplication de l'ADN viral. Alors, comment le virus contrôle-t-il l'activité de ce promoteur? Parce qu'on ne veut pas les faire exprimer tous les deux en même temps. On va exprimer ça d'abord et ensuite ça. Voilà, c'est très simple, c'est-à-dire qu'une fois que le virus rentre, enfin plutôt que après la décapsidation, quand l'ADN viral est libéré dans le noyau, les facteurs de transcription cellulaire SP1 vont se fixer sur le promoteur et c'est ça qui va permettre l'expression du gène ou des gènes précoces, antigène grand T, antigène petit t. Ensuite, quand l'antigène grand T est exprimé, elle va aussi se fixer sur cette région-là. Elle va empêcher la fixation des facteurs de transcription SP1. Donc on va éteindre l'expression des gènes précoces. Et par contre, on va permettre la transcription des gènes tardifs. Une autre chose à apprécier ici pour le virus, pour les polyomaviridae, c'est pareil, c'est un problème de petit génome. Donc on a besoin d'exprimer deux protéines distinctes, antigène petit t et antigène grand T, à partir de un seul ARN pré-mRNA. Et on a besoin d'exprimer trois protéines tardives, encore une fois, à partir du même promoteur. Comment on fait ça? Donc, deux mécanismes. Le premier, c'est l'utilisation d'épissage alternatif. Donc l'antigène grand T se sera exprimé quand on a un épissage ici. Donc antigène grand T et petit t sont générés à partir du même précurseur, ARN précurseur, par un épissage alternatif. Pareil pour VP1 et VP2, VP3, qui sont exprimés via un épissage alternatif. VP2, VP3, c'est un autre mécanisme. Parce que VP2 et VP3 sont exprimés à partir du même ARN messager. Alors comment ça se fait? Ici, le codon d'initiation AUG se retrouve dans un contexte très défavorable. Normalement, quand le ribosome va se fixer sur cet ARN messager, il va se fixer sur la coiffe 5' et enfin, le ribosome va se recruter avec un complexe qui démarre sa construction sur le coiffe 5'. Ensuite, il va avancer sur le ribosome et sur l'ARN messager. Et normalement, c'est le premier AUG qui démarre la traduction. Or, ici, l'AUG est dans un contexte très défavorable. Donc, dans la majorité des cas, le codon d'initiation ici ne sera pas utilisé. Donc, le ribosome va l'ignorer
il va démarrer la traduction ici. Ici, le codon d'initiation AUG est dans un contexte très très favorable, c'est-à-dire que sa séquence quoi est très bonne. Hein? Qu'est-ce qu'il dit un ribosome eucaryote, quand est-ce qu'il faut démarrer? Un de ces deux est bon là. Kozak, voilà, c'est ça. Chez les prokaryotes, il faut que la séquence Shine-Dalgarno soit bonne. Chez les eucaryotes, séquence Kozak. Donc, pour initier VP3, la séquence Kozak est très bonne. Ça correspond à l'optimum. Ici, est très mauvaise. Donc c'est comme ça qu'on arrive à traduire deux protéines distinctes à partir de l'ARN, un seul ARN messager. Donc deux mécanismes distincts utilisés pour exprimer différents gènes, différentes protéines à partir d'un transcrit primaire d'ARN. Alors, adénovirus, on est dans un génome un peu plus compliqué, 30 à 38 kilobases de longueur. Cette fois-ci, on n'a pas un seul promoteur viral, on a plusieurs. Donc, sur le génome, ici, j'ai illustré le seul promoteur précoce immédiat, c'est le premier qui sera transcrit via la fixation de facteurs de transcription cellulaire, qui sont NF1 et OCT1, ici à l'extrémité 5' du génome. Donc les facteurs de transcription cellulaire permettent l'expression de la protéine E1A. Alors, la protéine virale E1A va permettre la transcription à partir des autres promoteurs précoces, qui sont E1B, E2, E3 et E4. Mais la protéine E1A virale n'est pas elle-même un facteur de transcription. Son induction sa promotion ou favorisation de la transcription à d'autres promoteurs précoces est indirecte. Donc, la protéine E1A, sa fonction primaire, c'est de se fixer la protéine P105RB. Et en le faisant, il va libérer le facteur de transcription cellulaire E2F, qui est impliqué dans l'expression de tous les gènes cellulaires impliqués dans l'ADN, dans leur application de l'ADN. Donc le E2F va se fixer ici et démarrer la transcription des autres gènes viraux. Donc le rôle des gènes viraux codés ou transcrits à partir des promoteurs E2 à E4, c'est de répliquer l'ADN viral. Donc on aura l'ADN polymérase virale, la protéine PTP et la protéine de fixation sur l'ADN simple brin viral. L'ADN viral va être répliqué et c'est ça qui va permettre la transcription à partir des promoteurs tardifs. Les gènes exprimés à partir de ces promoteurs tardifs sont les gènes de structure de la particule virale, les protéines de capsides et les protéines impliquées dans la libération de la particule virale. Donc, notamment une protéine qui s'appelle le ADP, Adenovirus Death Protein, qui fait éclater les cellules infectées à la fin de la réplication, le cycle de réplication. Alors, pour les herpesvirus, cette fois-ci, on peut distinguer trois vagues d'expression génique. Les gènes dits précoces immédiats, leur expression démarre directement après la décapsidation. Ensuite, les gènes précoces. Et finalement, les gènes tardifs, qui sont exprimés après la réplication de l'ADN. Alors, les gènes tardifs.
leur expression est contrôlée par l'implication de l'ADN. Il faut pour ça l'expression des gènes précoces, les gènes bêta. Alors, parmi les gènes bêta, on a tous les gènes viraux impliqués dans l'implication de l'ADN. L'ADN polymérase virale, la thymidine kinase, la primase, tout ça. Donc ça, ce sont des gènes codés dans ces transcrits bêta. Alors, l'expression des gènes précoces, des gènes bêta, nécessite la protéine alpha 4, c'est un des gènes précoces immédiats, aussi connu sous le nom de ICP4. Donc ça, c'est un facteur de transcription viral qui se fixe sur les promoteurs des gènes bêta et permet leur expression. Alors, qu'est-ce qui permet l'expression des gènes précoces immédiats? C'est ça la question. Avant, chez l'adénovirus et chez la SV40, c'était des facteurs de transcription cellulaire qui se fixaient sur le promoteur viral. Ici, c'est pas le cas. C'est encore une protéine virale qui s'appelle alpha-TIF, TIF pour facteur d'initiation de transcription ou VP16. Et on peut se demander, comment se fait-il que on a la présence d'un facteur de transcription, de protéine virale, avant qu'on commence à transcrire les gènes viraux. Et c'est une vraie bizarrerie des herpesvirus. Donc ça, c'est notre cellule, ça, c'est le noyau, ça, c'est le cytosol. Si vous vous souvenez, chez les herpesvirus, on a un capside, enveloppe, et on a aussi des protéines de matrice. Donc VP16, c'est une protéine de matrice. Donc quand la particule virale va rentrer, la VP16 sera livrée dans le cytosol, ensuite importée dans le noyau. Et pareil, on aura présence à la fois de l'ADN viral et de la VP16 dans le noyau directement après la décapsulation. Donc c'est comme ça que le virus arrive à apporter dans la particule virale le facteur de transcription qu'il lui faut pour démarrer la transcription de ces gènes. Ok. Et dans les 5 dernières minutes, on va essayer de comprendre comment fonctionne le baculovirus pour contrôler l'expression de ces gènes. Donc, pareil, on a précoce immédiat, immédiat, tardif, et chez les baculovirus, on a même des gènes avec une expression très tardive. Cette fois-ci, c'est comme l'adénovirus, c'est comme la SV40. L'expression des gènes précoces immédiats est initiée par les facteurs de transcription cellulaire. Parmi les gènes précoces immédiats, on a IE, c'est pour Immediate Early. Ces protéines virales sont des facteurs de transcription viraux, qui permettent l'expression des gènes précoces. Alors, les gènes précoces, ce sont l'ADN polymérase virale, l'hélicase virale, donc c'est ce qui va permettre la réplication de l'ADN viral. P35, protéine virale qui inhibe l'apoptose des cellules infectées. Les facteurs d'expression tardifs, qui sont en fait des sous-unités d'un ARN polymérase viral. Donc cet ARN polymérase viral va agir, va transcrire uniquement au promoteur tardif du virus. Donc c'est encore un mécanisme de contrôle d'expression, expression d'un ARN polymérase viral spécifique pour transcrire des gènes viraux. Donc à partir de ce moment-là, le virus il peut éteindre la transcription des gènes de la cellule hôte, et puis toute la transcription sera uniquement ciblée sur des gènes viraux. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles le niveau d'expression est très très fort. Alors, pendant la phase tardive, on aura la réplication de l'ADN viral.
parce qu'on a déjà exprimé l'ADN polymérase, on aura l'expression de la protéine de nucléocapside et la production de la GP64, qui est la glycoprotéine de l'enveloppe. Donc pendant cette phase-là, on a la formation de particules bourgeonnées qui sont libérées dans le milieu extracellulaire. Et la phase très tardive chez les baculovirus, c'est tout ce qui est lié à la formation de particules occludées dans le noyau. Donc on a la polyédrine, la protéine P10, qui sont impliquées dans la formation de ces corps d'occlusion dans le noyau. Donc on aura des particules virales encastrées dans ces corps dans le noyau. Et on exprime aussi les chitinases catepsines, ce sont les hydrolases qui sont impliquées dans la destruction de la cellule hôte et même la mort de la larve infectée. Alors, le truc à retenir pour les TP ici, c'est que quand on remplace la polyédrine par quelque chose d'autre, une protéine virale, une protéine recombinante qu'on veut exprimer, on peut former encore des particules virales infectieuses dans le milieu. Donc notre virus recombinant est capable de se répliquer de façon autonome, ce qui est aussi un avantage. Et la polyédrine, ou la protéine recombinante qui la remplace, est censée être exprimée de façon très très tardive, parce que c'est sous contrôle d'un promoteur très tardif. Donc on va regarder la cinétique de l'expression de la GFP. Ok, on n'a plus de temps pour faire ça, on fera ça au début du prochain cours. Donc, le résumé. Relation entre la stratégie de réplication et la taille du génome viral. Plus le génome est grand, plus le virus sera autonome et plus il va coder pour des enzymes qui sont impliquées dans la réplication de son ADN. Plus le génome est petit, plus le virus va recruter des protéines cellulaires pour la réplication. Donc, c'est ce qui est lié au deuxième point. Petits virus à ADN, pour la plupart, ils vont induire la cellule infectée dans le cycle cellulaire. Et c'est lié au risque oncogénique pour les papillomavirus, cancer du col de l'utérus. Problème lié au génome linéaire, comment ça marche pour les adénovirus. Et pour le contrôle de l'expression virale, interaction entre facteurs de transcription de l'hôte et protéines virales. Ok, on s'arrête là. Alors pour les gens dans le groupe 664G, vous êtes 6 et on a eu un petit erreur dans le planning pour les TP vendredi dernier. Il y avait une séance qui n'existe pas, qui était encore sur l'emploi du temps. Donc est-ce que vous avez reçu mon mail pour ça? Parce que vous devez être divisé en 2 groupes TP. Donc il faut me dire qui va dans quel groupe pour que tout le monde soit au courant et qu'on n'ait pas... Vous arrivez au bon truc. Donc après, vous pouvez rester et on voit ça.